Allez, votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Raphaël Baquet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Boursorama. Grand reporter au monde. Vous publiez le tome 2 de Succession, Secret de famille, coécrit avec votre consoeur Vanessa Schneider aux éditions Albin Michel. Saison 2, tome 2, la suite de ce best-seller vendu. Rappelez-nous le premier. On a atteint les 100 000 exemplaires. Voilà, ce qui est un best-seller. Oui, c'est un best-seller. Voilà. Vous étiez venu d'ailleurs en J'étais 2022 en faire la promotion. Vous êtes un fidèle. Exactement. Vous avez réussi à percer, vous continuez à percer les secrets des grandes familles du capitalisme français. Pas seulement pour y parler gros sous, même s'il en est aussi question, parce qu'il y a aussi question, on l'avait déjà dit à l'époque, mais encore aujourd'hui, de pouvoir et de sentiment, voilà. Et de psychologie. En fait, l'argent, crée un cadre évidemment qui est très différent du nôtre, mais... On parle des Dassault, on parle des Leclerc, des Ricard. Ce qui se passe dans ces familles, est tout à fait universel. C'est-à-dire que l'irrationnel y tient une grande part. Les haines, les rivalités, les erreurs psychologiques parfois des parents. Et donc, on voit que ça peut avoir des conséquences très graves sur une famille et parfois sur l'entreprise. Donc, c'était ça qui nous a intéressés. Et on voit bien qu'effectivement, ce qui se joue là, on le connaît. Chacun d'entre nous le connaît, car toutes les familles traversent cela. Oui, ces familles, justement, on va en parler. C'est les familles... alors, il y a la famille Ricard, la famille Rothschild, la famille Werthemer, c'est la marque Chanel, les Barrières, la famille les Leclerc, les Dassault, les SAAD. Vous aurez bientôt toutes faites, les familles, là. Il n'y aura pas de tome 3, là. Il y en a beaucoup parce que le capitalisme familial est important en France. Mais c'est vrai que ces familles sont passionnantes parce qu'elles s'y prennent pas toujours très bien. Autant elles sont capables de gérer très bien leur entreprise, autant quand il s'agit de leurs enfants et de leurs successeurs, c'est plus difficile. Ouais. Les Dassault, par exemple. Ouais. Voilà deux très grands ingénieurs, Marcel et Serge, des hommes inventifs, créatifs. Marcel crée l'hélice, puis des avions. Serge est polytechnicien et la même chose. Le Rafale. Le Rafale. Et ce sont des pères, mais alors vraiment de piètres pères, de catastrophiques pères même. Parce que Marcel méprise absolument son fils, il l'appelle monsieur, il le considère pas du tout à la hauteur, selon quoi il a tort. Et Serge reproduit exactement la même chose avec ses enfants. Et ça aurait pu être grave pour l'entreprise. Heureusement, ils ont finalement choisi de prendre des PDG qui gèrent à leur place le groupe Dassault et pour leur plus grand bonheur, mais franchement, ils n'ont pas su justement transmettre la capacité à diriger et à créer cette entreprise, alors même qu'eux-mêmes étaient des vrais grands ingénieurs, et ce qui montre qu'on peut avoir un très haut niveau intellectuel et ne pas connaître le b.a.-ba de la psychologie. Ouais. Il faut le dire, ces grandes familles on ne pénètre pas leur intimité comme ça, c'est compliqué pour eux de parler. Et là, je me dis quand même que la publication en 2022 du tome 1 a dû vous aider pour la suite. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Parce qu'ils à vrai dire, il n'y avait pas meilleur lecteur que les familles d'industriels, évidemment. Et donc, ils ont beaucoup regardé ce que faisaient les autres. Et ça leur a parfois permis de réfléchir à ce qu'ils faisaient eux-mêmes. Avant de parler des successions et comment elles se préparent plus ou moins bien, le secret évidemment de la réussite de ces familles sur plusieurs générations, parce qu'il faut que la génération suivante fasse aussi bien, voire mieux que celle d'avant. Quelles sont les clés? C'est évidemment avoir une stratégie, une vision, c'est savoir s'entourer, c'est trouver des bons PDG qui vont gérer à leur place. Alors, quand on veut en tout cas faire en sorte que ses descendants dirigent l'entreprise, ce n'est pas forcément un bon choix, parfois. Mais enfin, il faut d'abord repérer le bon héritier, celui qui vraiment sera capable de diriger. Il faut le former. Ce n'est pas parce qu'il est votre fils ou votre fille qu'il est le génie incarné de la direction. Donc il faut le former. Il faut aussi ménager les autres, ceux que l'on n'a pas choisis. Et parfois, ça peut être très grave. C'est-à-dire que ça peut installer la haine entre les descendants et ça peut être mortel pour une entreprise. Ouais. Après, c'est vrai que on dit que c'est pas facile non plus, on imagine, pour les patriarches, pour ceux qui sont à la tête de la dynastie. Il faut savoir céder la place. De céder la place à la génération suivante. Il y a effectivement choisir entre les garçons et les filles. C'est souvent un garçon, on en parlera plus tard, mais voilà, de lâcher les rênes. C'est déjà ça, c'est un pas qu'il faut passer. Oui, et c'est parfois très difficile. Et on a vu dans plusieurs cas des fils qui sont obligés de pousser dehors.
le patriarche. Hein, vraiment. On pense à qui pour faire le lien avec... Par exemple, dans les Saadé, Jacques Saadé a beaucoup de mal à passer la main. Et même on parle de l'armateur, pardon. C'est l'armateur à Marseille. Et c'est lui qui a créé ce grand groupe. Hein, CMA-CGM. Voilà, CMA-CGM. Il a formé son fils Rodolphe à lui succéder. Et puis, en fait, il n'arrive pas à lui passer la main. Alors même qu'il a les premières atteintes de la maladie d'Alzheimer. Et il faudra toute l'habileté de son fils, au fond, pour ménager symboliquement son père, mais en fait, le pousser quand même gentiment, aimablement, vers la sortie. Dans les familles qui sont plus ou moins faciles à approcher, je pense à Chanel et aux frères Vertemer, propriétaires de la maison Chanel, c'est Alain et Gérard, c'est ça? Alain et Gérard. Ils sont vraiment impossibles, ces deux-là, notamment. Quels sont ceux qui sont plus ou moins faciles à approcher? Ils sont tous difficiles à approcher, évidemment. Ceux-là, c'est les plus difficiles. Ils ont un culte du secret tout à fait étonnant. Ils font jurer à leurs proches de ne jamais parler d'eux. Ils interdisent les photos. Il n'y a que des photos archi-classiques sur les champs de course, parce que par ailleurs, ils aiment les courses. Mais ils sont très difficiles à approcher. Et c'est intéressant pour une maison aussi emblématique que Chanel. Donc ils se sont abrités derrière des figures. Évidemment Gabrielle Chanel elle-même, puis Karl Lagerfeld. Et eux-mêmes, d'ailleurs c'est intéressant, on raconte l'histoire de l'un d'entre eux, Alain, qui va au propre défilé de sa maison, Chanel à Central Park, et il a oublié son invitation. Et comme personne ne le connaît, ni même son nom, Ouais. Personne ne le laisse rentrer. Personne ne peut croire qu'il est le propriétaire de la maison. Génial. C'est tout à fait incroyable. C'est cocasse. Ouais. Et sinon, dans les familles qui sont plus ou moins, qui ont été un peu plus faciles à s'ouvrir à vous En tout cas, il y a une seule famille, parce qu'entre le tome 1 et le tome 2, on a vraiment plongé à l'intérieur d'une vingtaine de familles du capitalisme français. Il n'y a qu'une seule famille, qu'un seul homme qui nous a parlé d'amour, c'est David de Rothschild. Alors la famille de Rothschild, elle s'est beaucoup déchirée, mais là, entre le père et le fils, c'est la première fois que quelqu'un... Alors c'est lesquels, pardon? C'est David de Rothschild qui a laissé la main de la banque à Alexandre de Rothschild. Ouais. D'abord, il a choisi son fils très très tôt, enfant. Enfant, il le choisit... Parmi combien d'enfants? Parmi 4 enfants, et contre ses sœurs d'une certaine façon. Mais bon, les sœurs ne rejament pas... Mais il va le former. Alexandre n'est pas bon élève, donc c'est pas un garçon brillant qui s'impose. Mais il va le former, lui trouver des mentors, et puis surtout croire en lui, lui donner la confiance. Ça, c'est très rare. Lui donner la confiance et l'amour. Et l'amour. Et c'est très rare, parce qu'on a vu beaucoup de pères écrasants pour leur fils. Et le mot amour, donc vous me disiez, c'est la seule famille fois. C'est la seule fois où quelqu'un a prononcé ce mot. Jamais, à vrai dire. Généralement, les patriarches comparent leurs fils à eux, et comparent assez durement. Les fils ne sont jamais tout à fait à la hauteur. Donc, il y a un manque de confiance. Il faut que les fils se battent pour remplacer les pères. Parfois, d'ailleurs, ils les poussent dehors. C'est le cas dans la famille de Seigne-Barrière, où le fils pousse son père dehors, Dominique de Seigne, de façon très très violente, d'ailleurs. Dans ce deuxième volet, Raphaël Baquet, vous vous intéressez donc, on l'a dit, on le voit bien, à la transmission du pouvoir, la succession dans ces 7 dynasties, Dassault, Barrière, Leclerc, Ricard et j'en oublie. Et ce qui ressort, c'est qu'à chaque passation de témoin, c'est plus les sentiments, les émotions qui prévalent, qui prennent le pas, et peut-être pas suffisamment la raison. Et là, on se dit que quand même, on peut être surpris. Oui, bien sûr. On l'avait vu dans le premier tome. La rationalité versus la psychologie et les émotions. La rationalité ne rentre pas en compte. Il y a, comme beaucoup de familles, hélas, il y a des enfants préférés, d'autres qui ne le sont pas. Il y a des rivalités terribles entre frères et sœurs. Il y a parfois une incapacité à se voir remplacé par son fils. C'est le cas des Leclerc, par exemple. Édouard Leclerc ne supporte pas que son fils d'abord prenne son prénom et se fasse appeler Michel l'Édouard, puis le remplace dans les médias. Il lui dit « mais tu me prends tout !» Alors même qu'il devrait au fond être heureux d'assumer cette succession. En fait, pour lui, c'est un malheur terrible. Donc c'est vrai que parfois c'est difficile. Évidemment, ça vous rapproche de la mort de laisser la place.
y compris quand c'est quand c'est celui qui est votre fils ou votre fille. Donc, mais arrive à un certain moment où la question de la succession se pose pour tous, malgré tout. Et je sais que beaucoup, on le comprend bien dans ce livre, beaucoup ont peur de rater la succession dans ces familles-là, de l'avoir mal préparée. Il y a cette hantise-là, ou sauf pour ceux qui disent qu'il n'y a pas de futur après eux. Alors, il y a un contre-exemple, évidemment, qui a traumatisé tout le monde et qui continue de traumatiser, c'est l'histoire Lagardère, évidemment, hein, dont on avait raconté l'histoire dans le premier tome. Ah oui, je me rappelle, il l'appelait Junior, non, c'est pas ça? Ah bah oui, bien sûr, tout le monde a continué à l'appeler Junior, ça, et Jean-Luc Lagardère avait obligé, d'une certaine façon, son fils, qui, à vrai dire, n'était pas intéressé par l'entreprise, l'a obligé à lui succéder, et il l'a très mal formé. Et on voit bien qu'Arnaud Lagardère n'a eu que de cesse de déconstruire ce qu'avait fait son père. Le groupe. Donc ça, évidemment, c'est un contre-exemple qui fait peur à beaucoup de familles, mais ça ne les empêche pas de commettre des erreurs. À vrai dire, ce livre fait réfléchir beaucoup, n'importe lequel d'entre nous, à l'éducation qu'on peut donner à ses enfants, à la capacité à leur donner le goût de l'autonomie et de la confiance. Ouais. Après, on se dit quelles sont les différences finalement entre les histoires de famille, du commun des mortels, vous et moi, et celles de ces grandes dynasties, et ces histoires de succession, bien sûr, en dehors du nombre de zéros au compte en banque. Les ressorts psychologiques, quelque part, sont les mêmes. Sont les mêmes que dans nos familles. Ouais. La différence, c'est que parfois, ça a des conséquences graves. Parfois, il y a des milliers d'emplois qui sont en jeu. Donc ça peut être très grave. Mais sinon, c'est la même chose que dans nos familles. On le voit bien, on connaît tous des familles qui se déchirent pour 3 petites cuillères. Alors là, évidemment, on se déchire pour plusieurs millions, voire pour une entreprise très importante. Mais les ressorts sont exactement semblables. Avec au corps beaucoup d'hommes, c'est-à-dire qu'en fait, on voit bien, ce sont des hommes qui succèdent aux hommes. On se dit que alors ça va changer. Ça manque quand même d'équilibre, de modernité, de parité. Ça va changer à quand des successions moins milieu moins économique masculines. Elles ne sont pas en... écartées, elles sont souvent d'ailleurs dans les organigrammes très haut placés, hein, mais elles ne sont pas à la tête. Non, mais on a vu la nouvelle génération, là, les trentenaires, il y a vraiment des femmes qui commencent à monter, qui sont très diplômées, qui sont dans les conseils d'administration, et dans 10 ans, elles seront là. Mais c'est encore en retard par rapport à d'autres milieux, notamment le milieu politique, où la parité s'est installée et a été imposée bien avant, et ça a fait monter des femmes. Bon. Tiens, est-ce que ces grandes familles, elles se fréquentent? Elles se connaissent, bien sûr. Bien sûr. Mais est-ce qu'elles se fréquentent ou pas? Bien sûr. Il y a un entre-soi très fort. Généralement, leurs enfants fréquentent les mêmes établissements scolaires. Vous savez, la peur de ces grandes familles, c'est la mésalliance. Donc, la mésalliance, oui. Est-ce que votre enfant épouse quelqu'un d'intéressé qui ne partage pas les mêmes... Question légitime aussi. Question légitime, mais qui ne partage pas les valeurs de l'entreprise. Donc il y a une tendance valeurs de la famille aussi. À se fréquenter entre soi. Oui, bien sûr, c'est vrai. Ouais. Ça nous a frappés. Juste un mot, parce que c'est dans l'actualité, on sait qu'il y a ce débat sur la fiscalité en France, la contribution des plus aisés, des plus riches. Il faut enrayer la dérive des comptes publics, il y a ce désir de justice fiscale qui est très français, qui est très présent, mais le mot a été prononcé, on le sait, par Michel Barnier, Premier ministre. Et donc il y a ce débat notamment sur la taxation des héritages, des grosses successions. En France, d'ailleurs, la plupart des 80%, je crois, de mémoire, des successions ne sont pas frappées d'impôts. Est-ce que, c'est des questions que je ne pense pas que vous avez posées, mais est-ce qu'ils sont ouverts, ces grandes familles, vous allez dire que non, à une taxation plus importante? Et est-ce que, selon vous, il faudrait les faire contribuer, effectivement, à une taxation plus élevée des gros héritages en France? D'abord, il faut faire la différence, évidemment, entre la transmission de l'entreprise. Ça, évidemment, il y va de la sauvegarde de l'entreprise et de l'emploi, et la taxation doit être tout à fait différente. Mais en revanche, on a vu beaucoup de rentiers, et de rentiers qui généralement d'ailleurs ne travaillent pas, qui se contentent de prendre leurs dividendes. Et c'est vrai que la très faible taxation de ces successions est une forme de ces grosses successions des inégalités, oui. Après, c'est vrai que je dis ça, mais en même temps, je crois que la taxation, c'est au-delà de 45%, au-delà de je ne sais plus combien, donc c'est quand même pas non plus... On a déjà des taux de taxation qui sont assez élevés. Oui, enfin, il y a beaucoup de systèmes de défiscalisation tout à fait légaux, d'ailleurs, bien sûr. Mais disons qu'on pourrait réfléchir à ça, parce que c'est vrai que c'est une transmission des inégalités de départ. Mais encore une fois, l'outil de travail, c'est autre chose. Ouais. Mais bien sûr qu'on l'a vu, d'ailleurs, la vision qu'ont ses propres héritiers de la fiscalité change. C'est-à-dire que lorsque vous êtes face à ceux qui ont créé l'entreprise, ou juste la génération d'après, ils sont beaucoup plus pour la taxation
que ceux qui sont rentiers depuis plusieurs générations, qui évidemment ont une vie beaucoup plus facile et ne veulent pas en changer. Bon, en tout cas, merci de passer nous voir. Et voilà, il faut lire évidemment Succession, secret de famille aux éditions Albin Michel. C'est signé Raphaël Baquet, coécrit évidemment avec, votre consoeur Vanessa Schneider. À lire donc, et on vous souhaite d'être un nouveau best-seller. Et puis s'il y a un tome 3, peut-être, on ne sait jamais, hein, on se reverra dans 2 ans. Il y a encore beaucoup de familles en tout cas, oui. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.